Bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur Poulain, pour votre présentation. Donc, je vais effectivement développer un argumentaire, une présentation sur à la fois la navigation dans l'Arctique et la question du litige sur les plateaux continentaux. Ce rapprochement n'est pas de moi, c'est ce qu'on observe souvent dans les médias. Au contraire, je vais plutôt développer l'argument que ce rapprochement n'a pas beaucoup de sens, mais ça me permettra quand même de présenter, de développer des analyses sur ces deux enjeux qui sont importants pour la souveraineté du Canada. Alors, je vais partager mon écran tout de suite. Voici, est-ce que tout le monde le voit bien? Excellent. Parfait. Sans plus attendre, bateaux et plateaux continentaux en Arctique, histoire de mythes récurrents. C'est un peu de ça qu'il s'agit quand on se fie aux médias sur la question. Alors, c'est certain qu'on se place dans un contexte de changement climatique, de fonte de la banquise, bon, quelque chose que tout le monde connaît. On voit ici retracer l'évolution depuis 1979, donc la première année où on a pu colliger des données complètes régionales sur l'extension de la banquise à son minimum de septembre. Puis on voit bien effectivement ce déclin de plus en plus conséquent de l'extension de la banquise à la fin de l'été, qui laisse entendre que peut-être au cours du 21e siècle, il y aurait des étés sans glace. Je parle bien d'été, non pas, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, de disparition complète toute l'année de la banquise. Et cette disparition de la banquise, évidemment, laisse entrevoir la possibilité que ce sera beaucoup plus facile de naviguer dans l'Arctique, voire que l'on pourra emprunter les passages du Nord-Ouest, les passages du Nord-Est, pour aller de l'Atlantique au Pacifique et inversement. Donc, emprunter des routes qui, sur le papier, semblent beaucoup plus courtes que le passage par le canal de Panama ou le détroit de Malacca, le canal de Suez. Alors, des routes qui sont effectivement intéressantes de ce point de vue-là, séduisantes parce qu'elles sont beaucoup plus courtes sur le papier, et elles posent la question du statut de ces passages, du statut politique de ces passages, qui demeure l'objet de disputes entre le Canada et la Russie d'une part, et d'autre part l'Union européenne, dans une moindre mesure le Japon, mais surtout les États-Unis qui refusent catégoriquement de reconnaître la souveraineté canadienne sur le passage du Nord-Ouest, comme on le voit sur la carte ici, le passage du Nord-Ouest passant à travers les eaux revendiquées par le Canada comme étant ses eaux intérieures, ou à travers plusieurs points du passage du Nord-Est qui sont aussi revendiqués par la Russie comme étant ses eaux intérieures, sachant que la Russie a par ailleurs promulgué un règlement qui prévoit que tous les navires, même s'ils passent plus au nord, doivent demander la permission à l'administration de la route maritime du Nord au titre de l'article 234 de la Convention sur le droit de la mer, qui prévoit que dans les eaux englacées, l'État côtier peut se prévaloir d'un droit de réglementer la navigation. Donc, différents politiques majeurs entre États-Unis d'une part, je disais, et Russie et Canada d'autre part, qui n'est pas nouveau. Ça fait depuis les années 80 qu'on sait qu'il y a un désaccord entre ces États, mais qui, évidemment, pourrait se voir accentué avec l'émergence d'un trafic maritime. Tant que le trafic commercial de transit demeure extrêmement faible, la plupart des États conviennent que ça ne vaut peut-être pas la peine de déclencher un litige, voire un conflit pour cet enjeu. Si jamais, au contraire, le trafic de transit venait à prendre une certaine expansion, à ce moment-là, il est très possible, il y a fort à parier que ce différend sur le statut politique des passages arctiques se retrouverait sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que je parle de trafic de transit? C'est parce que c'est le seul type de trafic, effectivement, qui pourrait échapper au contrôle de l'État côtier. Le trafic dit de destination, autrement dit des navires qui vont dans l'Arctique, qui s'arrêtent dans un port au Canada ou en Russie, dans la zone arctique, sont automatiquement soumis au contrôle de celui-ci. C'est ce qu'on appelle la règle de l'état du port, autrement dit, un navire qui entretient un trafic de destination, qui va dans l'Arctique pour y effectuer des activités économiques, qui s'arrête et puis qui repart, par exemple pour l'exploitation de ressources naturelles, est automatiquement soumis au contrôle du Canada ou de la Russie. Par contre, un navire qui est en transit, c'est là l'objet aussi de la dispute entre États-Unis, Canada et Russie. Un navire qui est en transit pourrait, si effectivement les passages arctiques sont reconnus comme des détroits internationaux, échapper au contrôle de l'État côtier. D'où effectivement cette dispute de nature politique entre les États-Unis qui mettent de l'avant le fait que les passages arctiques sont des détroits internationaux, et d'autre part la Russie et le Canada qui soulignent que, au contraire, les passages arctiques relèvent de leur pleine et entière souveraineté
et que donc ils ont le droit légitime de réglementer la navigation. Donc voilà la nature politique de ce litige sur les passages arctiques. Alors ceci dit, comme je l'ai mentionné, il faut mettre en parallèle cette dispute qui est déjà relativement ancienne avec l'évolution du trafic maritime. Alors, on voit sur ce tableau qu'effectivement, il y a une augmentation régulière depuis plusieurs années du nombre de voyages dans l'Arctique canadien. On pourrait observer le même parallèle avec l'Arctique russe. Donc, de plus en plus de navires qui vont se promener dans l'Arctique, dans l'archipel arctique canadien, essentiellement donc pour y mener des activités économiques. C'est ce qu'on appelle donc le trafic de destination. On voit qu'il est alimenté dans une certaine mesure, ça n'augmente tellement par les navires de pêche, de manière beaucoup plus conséquente par des navires commerciaux, donc cargo ou barges, qui vont soit desservir les communautés, soit participer à l'exploration et à l'extraction des ressources naturelles. On voit par exemple que les navires de vrac, surtout donc de vrac solide, ont connu un trafic en augmentation très très importante depuis quelques années. Il y a aussi un trafic de bateaux de plaisance qui avait connu un certain essor, qui s'est évidemment tari pendant l'épisode de la COVID, et qui recommence à connaître une certaine expansion. Même chose pour les navires de croisière, avec certains trafics en expansion modérée, effondrement pendant l'épisode de la COVID, puisque c'était interdit. Et puis, à l'heure actuelle, on assiste à une augmentation assez spectaculaire de cette activité de nature touristique. Donc, ce qu'il faut en conclure, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de navires qui viennent dans l'Arctique, mais on va le voir dans le tableau que je vais vous présenter à l'instant. L'essentiel de ce trafic est un trafic de destination, autrement dit des navires qui viennent dans l'archipel arctique canadien, qui s'arrêtent pour y effectuer des activités essentiellement de nature économique et qui donc automatiquement se soumettent à la réglementation canadienne. Lorsqu'on s'intéresse davantage au trafic de transit, autrement dit des navires qui ne font que passer par les différentes branches du passage du Nord-Ouest pour profiter d'une route plus courte, là on s'aperçoit que, vous voyez en bas, le trafic est nettement plus limité. Et en plus, on s'aperçoit qu'il est essentiellement constitué de navires de plaisance, autrement dit des navires que vous et moi pouvons amener dans le passage du Nord-Ouest, dans l'Arctique canadien. Le trafic total donc, a connu une certaine augmentation, un trafic quand même relativement limité, baisse assez significative, là encore pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure pendant l'épisode de la COVID, avec l'effondrement du trafic de navires de tourisme. Puis de nouveau, une certaine augmentation depuis 2022 qui s'est renforcée en 2023 avec les chiffres préliminaires qui commencent à sortir et colligés par la garde côtière. Donc un trafic qui pendant longtemps a été essentiellement alimenté par les navires de plaisance. À l'heure actuelle, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une certaine augmentation du trafic de transit des navires commerciaux. Pendant très très longtemps, on le voit ici, il y avait assez peu de navires qui se prévalaient du trafic de transit par le passage du Nord-Ouest. Ça intéressait très très peu les compagnies maritimes. Là, on observe une certaine augmentation. En 2023, d'après les chiffres préliminaires, il y aurait eu 9 transits par des navires marchands. Donc, c'est une augmentation très significative puisqu'on part de presque rien, mais on voit que c'est quand même un trafic qui reste relativement modeste par rapport aux routes commerciales principales dans le monde. Je vais y venir dans un instant. Alors, ceci, c'est donc le trafic de transit dans le passage du Nord-Ouest, donc du côté canadien. Quand on regarde du côté de la route maritime du Nord, passage du Nord-Est, donc du côté de la Russie, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une certaine activité de transit qui est plus conséquente que du côté du passage du Nord-Ouest. Donc, les chiffres officiels pour le transit font état d'une activité qui était relativement conséquente jusqu'en 2013, ensuite baisse pour atteindre un certain plancher vers 2017-2018. De nouveau, une certaine augmentation pour atteindre un pic en 2021 à 85 navires en transit. Puis à partir de 2022, de nouveau, une baisse assez marquée, conséquence cette fois-ci de la guerre en Ukraine et du fait que beaucoup de compagnies étrangères ne souhaitaient plus envoyer leurs navires à travers le passage du Nord-Est, à la fois par crainte de sanctions et aussi pour gérer l'image potentiellement dégradée si jamais on apprenait que leur navire empruntait la route du Nord-Est. Donc, un trafic
plus conséquent que du côté du passage du Nord-Ouest, malgré tout relativement limité, avec un volume transporté en transit qui demeure relativement faible, comme on le voit ici, maximum de 2 millions de tonnes en 2021. Par contre, le trafic total, c'est-à-dire incluant les marchandises transportées en trafic de destination, lui a connu une augmentation assez significative pour atteindre un maximum de presque 35 millions de tonnes en 2021. Ça reflète l'expansion assez rapide ces dernières années des activités extractives, donc production de gaz, de pétrole, de charbon, de minerais divers, soutenues par l'État russe qui veut encourager l'extraction de ces ressources, la valorisation de ces ressources naturelles dans la zone sibérienne, sachant aussi que les Russes ont comme objectif pour 2025 un trafic de 80 millions de tonnes et pour l'horizon 2035 de 150 millions de tonnes. Est-ce qu'ils vont l'atteindre? Évidemment, c'est très difficile d'en juger, mais ils ont manifestement des très, très grandes ambitions pour à la fois la hausse des activités extractives et le trafic maritime qui en découlerait. À titre de comparaison, donc on voit à peu près 85 ou 43 navires en transit par la route maritime du Nord. Le détroit de Malacca, c'est en 2017 à peu près 84 000 navires qui transitent par cette route maritime stratégique. Canal de Suez, près 18 000 navires. Panama, 12 000 navires. Donc on voit qu'effectivement, même on a connu une certaine augmentation à travers les passages du Nord-Ouest et du Nord-Est, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Même si on peut envisager dans les prochaines décennies, avec la fonte de la banquise, une certaine augmentation du trafic de transit à travers les passages arctiques. Ça va prendre quand même plusieurs années avant qu'on puisse le moindrement pouvoir comparer les trafics dans les régions arctiques avec les routes maritimes principales à travers le monde. Donc, ça répond en partie à cette première question initiale que j'avais posée. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut envisager un trafic commercial important par les détroits arctiques qui justifierait la reprise de la dispute du contentieux entre États-Unis d'une part, Canada et Russie d'autre part? Pour le moment, effectivement, il n'y a pas vraiment de quoi justifier le soutien en faveur d'une dispute. On constate qu'on n'est pas d'accord, surtout entre Canada et États-Unis, et on choisit de demeurer bons amis malgré tout, puisque l'enjeu stratégique, à savoir le contrôle du trafic maritime, n'en vaut clairement pas la chandelle. Alors, évidemment, il y a d'autres enjeux qui se mêlent à ceci. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le principal moteur du trafic, que ce soit au Canada ou en Russie, c'est clairement l'extraction des ressources naturelles qui alimentent un trafic de destination, donc sous le contrôle de l'État, qui est assez conséquent. Et c'est beaucoup plus le cas en Russie, comme on le sait, avec la mise en valeur de ressources gazières, pétrolières, charbonnières très importantes, que du côté canadien, où il y a des ressources, mais qui sont largement laissées à libre initiative des entreprises. Donc, si des entreprises privées choisissent de valoriser des gisements, elles sont invitées à le faire, mais il n'y a pas d'appui gouvernemental manifeste, comme c'est le cas en Russie, où les entreprises d'État comme Gazprom ou Novatek ont clairement reçu la consigne et les subventions nécessaires pour valoriser les ressources importantes du sous-sol russe et ensuite produire des ressources naturelles et les exporter vers les marchés de destination. Donc, ce qu'on observe en Sibérie, c'est effectivement, depuis une vingtaine d'années, un mouvement très, très conséquent de valorisation des gisements, qui pour la plupart sont connus depuis plusieurs décennies, d'extraction de ces ressources, donc le gaz, essentiellement dans la péninsule de Yamal, exporté à partir du port de Sabetha, pendant longtemps exporté vers les marchés européens, d'abord parce que c'était des acheteurs récurrents qui payaient bien, et ensuite parce que la navigation était plus facile vers l'ouest, vers l'Europe. Depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, évidemment, il y a eu un changement majeur dans les flux commerciaux, réorientation de ces flux vers l'Asie, j'y viens dans un instant. Donc, effectivement, un moteur de croissance du trafic maritime très, très important, à savoir l'extraction des ressources naturelles, ici le gaz, mais aussi les ressources pétrolières, les ressources minières, donc des plans sur plusieurs années d'expansion de cette activité extractive des ressources naturelles existent en Russie, qui prévoient, je l'ai mentionné tout à l'heure, de porter le trafic maritime d'ici quelques années à plus de 80 millions de tonnes et à un horizon moyen d'ici 2035 à environ 150 millions de tonnes.
Bon, c'est certain qu'il y a des efforts très conséquents qui ont été consentis pour essayer de valoriser ces gisements, donc avec aussi des terminaux pétroliers en mer de Kara, dans le golfe de Lob, en péninsule de Taïmyr, des efforts aussi pour mettre en production des mines de charbon, des mines de nickel et de zinc. Il n'est pas certain que tous ces projets aboutiront, puisque dans le cadre des sanctions, évidemment, c'est plus difficile pour les entreprises russes de trouver les capitaux nécessaires pour investir, pour valoriser toutes ces ressources. Mais il y a manifestement une volonté politique d'aller de l'avant avec la mise en valeur de ces ressources. Que ce soit dans un contexte de guerre ou pas, il y avait clairement une volonté de la part de Moscou, de l'État russe, de développer de plus en plus ces ressources, puisque les gisements plus au sud commencent à manifester des signes d'épuisement assez significatifs. Donc, réelle volonté de la part de l'État en Russie de valoriser les ressources naturelles qui s'y trouvent, qui est une différence assez importante avec ce qu'on peut observer du côté de l'Alaska ou du Canada, où on laisse beaucoup plus le libre marché réguler la mise en valeur de ces ressources naturelles, avec donc parfois des activités assez conséquentes. On peut penser par exemple à la mine de fer de Mary River sur l'île de Baffin ou Nunavut, mais le plus souvent, les compagnies se montrent assez difficiles, assez réticentes à entreprendre la valorisation de ces ressources naturelles, puisque exploiter les ressources dans l'Arctique, même dans un contexte de changement climatique, demeure assez coûteux. Alors, l'impact de la guerre en Ukraine, il se manifeste dans une réorientation majeure des flux de gaz et de pétrole. Pour ce qui concerne les flux par tube, comme on le sait, il y a eu un double mouvement de sabotage des gazoducs, par exemple, à travers la mer Baltique. Vous savez qu'on s'est longtemps posé la question et de plus en plus, les réponses pointent vers l'action des services secrets ukrainiens, même si ça demeure encore en suspens. Mais par ailleurs, il y a eu aussi une volonté délibérée de la Russie de fermer les robinets des principaux gazoducs pour essayer de faire pression sur l'Union européenne. Par ailleurs, il y a eu une expansion de l'exportation du gaz liquéfié vers les marchés européens, mais de plus en plus, la Russie se tourne vers d'autres clients, essentiellement l'Inde, la Turquie, la Chine, pour essayer d'écouler ses productions de gaz, de charbon, de pétrole. Donc, on le voit sur ce graphique de plus en plus, c'est les marchés asiatiques qui sont appelés à absorber l'essentiel de la production d'hydrocarbures et de ressources naturelles produites dans l'Arctique, avec évidemment comme hypothèque par rapport aux objectifs russes, dans quelle mesure est-ce que ces marchés asiatiques, qui certes achètent de plus en plus, auront une capacité d'absorption suffisante, en l'absence d'achat de la part de l'Union européenne, pour développer toutes les ressources que souhaitait produire la Russie. Par rapport aux flux maritimes dans l'Arctique russe, on voit qu'effectivement, il y a une réorientation importante de ces flux commerciaux. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, auparavant, avant le déclenchement de la guerre en 2022, une bonne partie des flux de production ici de pétrole était chargée en destination de l'ouest de la Russie, donc à destination des marchés essentiellement européens. Depuis la mise en place des sanctions et l'éclatement de la guerre, évidemment, il y a eu une réorientation de ces flux qui passent de plus en plus vers l'est, en direction des marchés asiatiques, Chine et Inde. Donc, ça suppose évidemment une réorientation majeure des flux logistiques, avec la mise en place de navires à coque de plus en plus renforcés, puisque la Russie veut être en mesure d'exporter son gaz et son pétrole toute l'année. Alors, sur le plan technique, maintenant, on connaît les méthodes techniques pour construire des navires à coque extrêmement renforcée qui peuvent naviguer sans escorte de brise-glace pratiquement toute l'année. Bon, parfois, il s'avère que c'est un petit peu compliqué et les brise-glaces sont toujours nécessaires. Il n'empêche que ce sont des navires qui sont extrêmement coûteux à construire, extrêmement coûteux à exploiter, en plus assez pâteaux dans les eaux libres de glace, ce qui oblige les Russes à envisager la construction de terminaux de transbordement, essentiellement au Kamtchatka, pour que les navires à coque extrêmement renforcée puissent transborder leur cargaison et les charger ensuite sur des navires qui peuvent naviguer en eau libre. Donc, ça suppose une réorganisation, dis-je bien, de la logistique de ces matières premières que les Russes ont entrepris et qui leur permettra donc, souhaitent-ils, d'être en mesure d'exporter leur gaz, leur pétrole toute l'année. Bon, on voit qu'effectivement, il y a eu en ce moment des réorganisations importantes dans la structure du transport maritime
dans l'Arctique, ce transport maritime qui est beaucoup plus conséquent du côté donc de la Sibérie que du côté du passage du Nord-Ouest, essentiellement en réaction donc, du fait de l'intervention économique beaucoup plus grande de la Russie dans la valorisation des ressources naturelles. On va voir aussi que ces enjeux, donc, qui sont liés au contrôle, à l'affirmation de la souveraineté de la Russie et du Canada sur les passages maritimes arctiques, sont très différents des statuts et des enjeux sur les plateaux continentaux dans l'océan Arctique. Donc, des enjeux qui sont, dis-je bien, extrêmement différents entre la revendication sur des plateaux continentaux étendus au cœur de l'océan Arctique et l'affirmation du contrôle souverain du Canada sur le passage du Nord-Ouest et du contrôle de la Russie sur la route maritime du Nord. Alors, on trouve souvent dans la littérature, dans les médias, l'idée fausse que l'on assiste à une course effrénée pour la prise de contrôle des plateaux continentaux. C'est faux dans la mesure où ces catégories juridiques des plateaux continentaux et des espaces maritimes, qu'ils soient dans l'Arctique ou ailleurs, sont largement régis par le droit de la mer et que ce n'est pas sur la base du premier arrivé, premier servi que ces espaces maritimes sont attribués. Il y a des revendications concurrentes. On va voir dans quel cadre elles se déploient et comment elles se structurent, dans un contexte d'incertitude, par ailleurs, sur la nature et les richesses des fonds marins. Pourquoi est-ce que les États revendiquent les plateaux continentaux étendus? C'est dans l'espoir que peut-être un jour, on pourra explorer plus facilement les éventuelles ressources qu'on pourrait y trouver, et bien sûr qu'on va trouver quelque chose. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. Il y a donc ce principe de précaution, je dirais, des intérêts des États qui, au cas où on découvrirait peut-être un jour quelque chose, revendiquent des espaces maritimes parce que la Convention du droit de la mer leur en donne la possibilité, dans l'espoir qu'évidemment, ces espaces maritimes seront rentables à long terme. On voit que dans le passé, il y a eu des scénarios un peu farfelus de partage des espaces maritimes de l'Arctique, soit avec le scénario des secteurs polaires, dont on sait qu'il n'a aucune valeur en droit juridique, ou le partage par la ligne médiane. En fait, ces scénarios qui ont pu circuler ne concordent pas du tout avec le droit de la mer. On va voir quels sont les principes qui régissent le partage des plateaux continentaux et comment, ces dernières années, effectivement, on a connu une certaine inflation des revendications, et pourquoi on a connu cette inflation. Par ailleurs, il ne faut pas négliger que dans l'Arctique, il y a aussi eu de nombreux accords négociés, ce que souvent les médias omettent de mentionner, qu'il y a eu plusieurs campagnes océanographiques communes, pour essayer de documenter la nature des fonds et ainsi étoffer les dossiers de revendication qui sont déposés auprès des Nations Unies. Alors, que sont les plateaux continentaux étendus? Un petit retour sur ce que prévoit la Convention sur le droit de la mer. D'abord, il faut se rappeler qu'à partir de la ligne de base, donc c'est la ligne qui enserre le territoire de l'État, on peut définir la mer territoriale, l'espace maritime sur lequel l'État côtier est pleinement souverain. On peut aussi définir la zone économique exclusive, qui, comme son nom l'indique, est une zone dans laquelle l'État côtier détient les droits souverains sur l'exploitation des ressources naturelles, pas la souveraineté pleine et entière, mais simplement le droit de contrôler les droits de pêche, par exemple, ou l'extraction des ressources naturelles dans les fonds marins. Donc, zone économique exclusive. Et puis, si jamais le plateau continental physique, c'est-à-dire la plaque continentale s'étend au-delà de la limite de la zone économique exclusive, donc des 200 000 marins, l'État côtier peut, s'il est capable d'en fournir la preuve géologique et géomorphologique, déposer auprès d'un organisme des Nations Unies, la Commission pour les limites du plateau continental, une revendication portant sur les droits souverains sur l'extraction des ressources dans les fonds marins sur ce plateau continental qui s'étend au-delà de la limite des 200 000 marins. Mais à ce moment-là, alors que pour la zone économique exclusive, la définition est géométrique, 200 000 marins à partir de la ligne de base, donc à peu près 320 km. Pour le plateau continental étendu, il n'y a pas de définition géométrique, c'est à la charge de l'État côtier de fournir la preuve géologique, géomorphologique, que l'on a bien affaire à une extension physique du plateau continental au-delà de la limite des 200 000 marins. D'où la nécessité de procéder à des campagnes océanographiques pour collecter des preuves, pour
fourbir donc des arguments qui vont être soumis auprès de la Commission pour justifier une revendication d'un plateau continental étendu au-delà des 200 000 miles. Alors, il y a eu plusieurs négociations, comme je le disais, dans l'Arctique, avec ce qu'on voit ici en noir, donc les frontières maritimes qui ont été négociées entre les différents États, donc entre les États-Unis et la Russie, et à l'époque l'Union soviétique en 1990, 2010 entre la Norvège et la Russie. On voit qu'il y a quand même plusieurs tracés qui ont été définis. L'an dernier, il y a eu un accord d'ailleurs entre le Danemark et le Canada, entre le Groenland et le Canada en mer du Labrador, et aussi au sujet de la petite île de Hans, qui, comme vous le savez sans doute, a été partagée en deux. Donc maintenant, nous avons une frontière terrestre avec le Groenland via avec le Danemark sur la petite île de Hans dans le détroit de Nares. Bref, contrairement à une idée qui est largement perçue, il y a des négociations en ce moment, il y a des accords qui sont conclus au fur et à mesure de ces négociations, et donc des limites maritimes qui découlent de ces accords. Il est faux de dire qu'il n'y a aucun accord, aucun progrès dans les négociations sur les chevauchements des revendications des espaces maritimes dans l'Arctique. Mais il y a aussi des chevauchements de revendications sur les plateaux continentaux étendus, avec parfois un écheveau de revendications qui se superposent et qui alimentent cette impression que c'est une foire d'empoigne et que c'est un petit peu la loi du premier arrivé, premier servi qui prévaudrait. Ce qui est faux, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai qu'au cœur de l'océan Arctique, il y a un empilement, un enchevêtrement de revendications dont on ne voit pas très bien comment on pourrait en sortir. La complexité n'est pas nécessairement gage que ça va être insoluble. La preuve, c'est que beaucoup d'observateurs, avant le traité de 2010 entre la Russie et la Norvège, estimaient que c'était le conflit le plus difficile à résoudre entre les revendications norvégiennes et les revendications russes. Et puis, contre toute attente, manifestement, les Norvégiens et les Russes ont décidé, avec une certaine volonté politique, effectivement, de résoudre ces différends et sont parvenus à un accord qui est entré en vigueur donc, en 2010. Donc, il n'y a plus de litige sur les espaces maritimes entre la Russie et la Norvège en mer de Barents. Bon. Par ailleurs, on a souvent aussi dépeint dans les médias la revendication russe sur un espace maritime assez conséquent dans l'Arctique. Voilà, la revendication est mise en 2001, puis renouvelée en 2015, comme étant maximaliste, ce qui à l'époque était effectivement une revendication très importante. On oublie aussi de mentionner qu'en 2014, la revendication danoise était extrêmement conséquente aussi, puisqu'elle dépassait de loin le point symbolique du pôle Nord, que respectait quant à elle, la revendication de la Russie, pour dépasser largement ce point symbolique et s'étendre jusqu'à la limite de la revendication de zone économique exclusive de la Russie, donc la revendication danoise, qui englobait l'ensemble de la dorsale de Lomonosov que le Danemark pouvait revendiquer, était elle aussi, d'une certaine façon, assez conséquente, voire maximaliste, mais ça n'a pas été relevé de cette façon par les médias occidentaux. Donc, sans doute aussi le poids des perceptions qui a joué dans cette représentation véhiculée par les médias. Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus récemment? Il y a eu donc, je le disais, nouveau dépôt de la revendication russe en 2015. En avril 2021, sans doute dans un geste de mauvaise humeur, en tout cas ça a été présenté comme ça par les médias, la Russie a présenté une revendication beaucoup plus étendue que celle que j'ai présentée sur la diapo précédente. On voit que pratiquement l'ensemble du bassin océanique, le cœur de l'océan Arctique, fait désormais l'objet d'une revendication de plateau continental étendu de la part de la Russie. Et ça a un petit peu choqué les observateurs qui ont vu clairement un geste de mauvaise humeur politique de la part de la Russie. Ce à quoi a répondu en décembre 2022 une extension à son tour de la revendication canadienne. Le Canada qui avait déposé en 2019 une revendication relativement restreinte, que l'on voit ici, donc en violet, une revendication avec cette espèce de ligne droite dont on ne s'expliquait pas très bien la nature, donc que l'on voulait relativement modérer. Et puis en 2022, donc, dans un contexte de guerre en Ukraine,
il semblait clair à ce moment-là, aux yeux de beaucoup d'observateurs dans les médias, que c'était une revendication, une riposte politique à la revendication de la part de la Russie. Bon, qu'en est-il exactement? C'est possible qu'effectivement ce soit un geste politique destiné à répliquer à une revendication conçue comme maximaliste de la part de la Russie. Si cette hypothèse se vérifie, alors effectivement, il y aurait un certain découplage entre la gestion des revendications des plateaux continentaux étendus qui, je le rappelle, sont censés être fondés sur des arguments géologiques, géomorphologiques, et l'état réel des revendications. Autrement dit, on revendiquerait beaucoup plus que ce à quoi on aurait droit au regard des données géomorphologiques, et ça laisserait entendre donc qu'il y aurait effectivement une certaine inflation de ces revendications dans un emballement qui ne laisserait pas envisager de solutions pratiques, de solutions négociées. C'est la première hypothèse, donc premier scénario, à savoir une politisation grandissante des revendications sur les plateaux continentaux dans l'océan Arctique. L'autre hypothèse, qui tient aussi tout à fait la route, qui a été émise par plusieurs juristes, c'est qu'il semblerait que, d'après ce qui paraît filtrer des discussions de la Commission sur les limites du plateau continental, il serait très difficile de trancher sur le rattachement de la dorsale de Lomonosov à l'une ou l'autre des masses continentales. Autrement dit, est-ce que la dorsale fait partie, c'est le prolongement de la masse eurasienne ou nord-américaine? Apparemment, ce serait les deux, auquel cas, il faudrait que les États négocient une frontière, puisque, je rappelle, la Commission avalise la légitimité des revendications sur le plan géomorphologique, mais ne trace pas de frontière. Ça demeure la responsabilité des États si jamais les revendications sont toutes jugées crédibles. Donc, si jamais, effectivement, cette dorsale était à la fois le prolongement de la masse nord-américaine et eurasienne, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un accord négocié entre les revendications danoises, russes et canadiennes, et éventuellement un jour américaines, si jamais le Congrès décide de ratifier la Convention sur le droit de la mer. À ce moment-là, si on part sur le scénario d'une négociation incontournable, puisque la Commission ne va pas trancher, eh bien, l'hypothèse qui circule donc, c'est qu'on cherche à maximiser ses gains potentiels en étendant le plus possible sa revendication, dans l'espoir qu'effectivement, il en restera le plus possible. Autrement dit, on maximise l'assiette de ce qui est négocié, dans l'espoir que la part qui va rester après négociation sera la plus grande possible. Ce qui accrédite cette idée, c'est que même dans un contexte de guerre en Ukraine, les différents protagonistes dans l'Arctique n'ont jamais contesté les revendications des autres pays de l'Arctique. On dit même après 2021, 2022, donc les revendications très, très étendues de la Russie et du Canada, ces revendications n'ont pas été contestées ni par le Canada lorsque la Russie a émis sa revendication étendue, ni par Moscou lorsque le Canada a répliqué en 2022 avec sa revendication extrêmement étendue. Donc, ça accréditerait l'idée que, oui, effectivement, on augmente le plus possible son assiette d'espace maritime revendiqué dans l'idée qu'un jour, lorsque les conditions politiques seront réunies, il faudra s'asseoir à la table des négociations et discuter d'un partage des espaces maritimes revendiqués dans cette région maritime. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ces litiges en cours dans l'Arctique? C'est tout d'abord que, du point de vue de la navigation, l'exploitation des ressources naturelles, ça demeure le principal moteur du trafic. Une navigation donc, qui connaît une expansion significative de ce fait, mais qui, je le rappelle, demeure une navigation soumise au contrôle de l'État côtier. Tout trafic de destination, donc, le navire s'arrête dans un port ou dans un mouillage, et donc sont automatiquement soumises à la réglementation de l'État du port. Le transit continue d'être peu attractif pour les compagnies maritimes, même s'il connaît des prémices donc de développement du côté du passage du nord-ouest comme du passage du nord-est. En prenant acte de ce désintérêt des compagnies maritimes, les Russes, par exemple, essayent de développer un modèle de hub de transbordement, autrement dit des ports où viendraient décharger des navires destinés à naviguer sur les routes maritimes principales, création d'une navette entre ces deux hubs de transbordement, un sur la façade atlantique, l'autre sur la façade pacifique, et ensuite donc de nouveau transbordement sur des navires destinés à naviguer sur les routes maritimes principales. Sur le papier, ce modèle économique
pourrait effectivement fonctionner, mais dans la pratique, il continue d'être peu attractif puisque ça suppose 2 transbordements, donc des coûts qui sont quand même relativement conséquents par rapport aux gains de temps qu'ils permettent de proposer. Il y a un impact réel, mais encore difficile à cerner, la guerre en Ukraine sur le transit et les flux. On a vu que, par exemple, ça a complètement réorienté les flux d'exportation de la Russie pour ces matières premières de l'Europe vers l'Asie. Donc, une réorganisation qui est en cours, surtout sur la route maritime du Nord. On constate aussi que le trafic maritime, de fait, étant relativement limité, il n'est pas vraiment source de tension entre les États-Unis, le Canada et la Russie. S'il y a des tensions, ce sont d'autres facteurs qui les provoquent, mais pas tellement ce contrôle du transit par les routes maritimes arctiques qui demeure relativement faible et donc pas très conséquent sur le plan stratégique. Et pour les plateaux continentaux, on voit qu'effectivement, c'est un objet qui est très différent dans sa nature du contrôle souverain des passages maritimes arctiques. Il y a des différends, des frictions sur l'extension de certains de ces plateaux continentaux étendus, surtout au cœur de l'océan Arctique. Il y a des négociations qui sont en cours. On aboutit parfois à des accords, comme entre le Canada et le Danemark l'an dernier. Au cœur de l'océan Arctique, ça semble plus difficile vu l'enchevêtrement des revendications, mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'on voit le conflit dégénérer. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu d'objection des principaux protagonistes, même dans un cadre de conflit en Ukraine, de guerre en Ukraine, il n'y a pas eu d'objection ni du Canada ni de la Russie contre les revendications de l'autre partenaire. Donc, ça laisse entendre que peut-être, c'est un jeu juridique que les protagonistes sont en train de mener, dans l'optique d'une négociation qui viendra un jour, eh bien, on souhaite maximiser son assiette possible de gains potentiels en étendant le plus possible donc ce que l'on revendique, en sachant très bien qu'évidemment qu'on ne pourra pas tout conserver, mais ça demeure donc parfaitement mesuré, contrôlé sur le plan diplomatique. Voilà, je m'arrête ici et il me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez.